Bonjour à toutes et à tous et bonjour à la France entière. Voilà, présentation de quelque chose d'unique que vous allez avoir dans quelques instants en primeur, que nous allons présenter à partir du mois de septembre sur Lyon. Sur Lyon. Sur Lyon. Ensuite sur Paris en janvier. Très proche. Mais auparavant, nous irons sur Bordeaux et sur Toulouse au mois de décembre. Donc là, l'hypnose socio-résolutive. Évolutionnaire. Et évolutionnaire. Donc en fait, c'est une hypnose archétype comportementale et résolutive. Et je vais laisser l'introduction à Cathy qui va vous présenter quelques extraits, la mise en jambe, la mise en bouche. Voilà. Succinctement, pour comprendre effectivement les métacauses et certains des archétypes et des déterminismes sociologiques qui peuvent à un moment donné vous freiner tout au long de votre vie et être la résultante des problématiques existentielles du commun des mortels. Qui pense qu'il est objectif autour de cette table? Bien. Moi je sais que non, mais bon, on me le dit tout à l'heure. Beaucoup? Pas mal, je crois. Pas mal, je crois. Donc les personnes objectives n'existent pas. Alors, ce qui est important de comprendre, on va juste voyager un petit peu. Je vais vous demander de penser avant notre époque et de penser à l'époque où les personnes n'avaient aucun moyen de locomotion. Peut-être l'histoire de vos grands-parents, peut-être le siècle dernier, bien avant le siècle dernier, et de penser à cette époque où, sur le plan sociologique, personne ne pouvait, hormis sa proximité territoire, pouvoir avoir lien avec Internet, avec les avions, tout ça. Et à ce moment-là, alors je vais rester très très synthétique, hein, on ne va pas parler de tout le concept. Au niveau politique, bien évidemment, les gens qui nous gouvernaient ont choisi des valeurs. Donc les valeurs, alors attention, ne confondez pas le concept que je vais vous montrer avec le concept de la PNL. Vous allez retrouver peut-être les mêmes termes, vous allez peut-être retrouver les mêmes schémas, mais nous sommes en socio-analyse sur les histoires de vie, c'est une spécificité de la sociologie. Donc ce qu'il faut vous dire, des valeurs ont été choisies. On ne va pas dire qu'elles sont bonnes, qu'elles sont mauvaises, ça qui en est pour les juger. Ça serait une représentation personnelle et qui serait complètement erronée. Mais dans ce contexte-là, des valeurs avaient quand même un but final, c'était de rassembler le maximum de personnes dans une société pour qu'elles puissent être normalisées. Et pour ce faire, on a mis en place des personnes et des groupes de personnes qui s'appellent des agents socialisateurs à l'époque. Selon vous, à cette époque, dans ce contexte précis, quel est le premier agent socialisateur que les personnes ont pu voir à leur naissance? Comment se nommer un agent socialisateur? Les parents. Très bien, mais à l'époque, on ne disait pas les parents. Non? De manière plus globale, la famille. La famille fait partie des agents socialisateurs. Ensuite, d'après vous, pensez à cette époque, on ne se déplace pas, on vit en proximité, on vit dans des micro-territoires, dans des communes, dans des campagnes. Les villes restent quand même assez restreintes. L'école. Oui, l'école, oui. L'école est un agent qui était le représentant de ces valeurs. On va en rester un autre qui était très important. L'école et le maître d'école ou pas? L'église. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que l'église était un agent socialisateur. L'école, oui. Pourquoi? Parce que dans le commune, on avait peut-être le directeur de l'école, on avait monsieur le maître d'école, on avait aussi tous ceux qui sont, voilà, dans une hiérarchisation sociologique qui ont un certain pouvoir, une certaine détention de reconnaissance hiérarchique. Ça pouvait être effectivement le notable du coin, le médecin du coin, toutes ces personnes qui avaient une figure d'autorité, mais sur le plan social. On a dit la famille, on a dit l'école et on a dit l'église. Donc on va rester, on en a d'autres, mais c'était quand même, on va dire, les grands agents socialisateurs. Et ces agents socialisateurs étaient des vecteurs, des représentants pour faire vivre ces valeurs. Donc ces valeurs, elles ont des termes. Alors peut-être qu'en PNL, vous les avez rencontrés sous le thème de cadre de référence. On peut dire un modèle, on peut dire un cadre de référence. Nous, on dit un carcan. Et on va dire une culture d'appartenance. Quelqu'un de Toulouse a une culture d'appartenance de Toulouse. Quelqu'un qui habite à Paris, quelqu'un qui habite à Marseille a une culture d'appartenance de Marseille. C'est des imprégnations de plusieurs niveaux qui vont automatiquement
être pour nous, de manière inconsciente, des modèles. Alors une fois que ces valeurs ont été posées par ces familles, ce qu'il faut savoir, et là retenez un terme très important, c'est coercitif. C'est que ces valeurs, elles ont un pouvoir conscient, inconscient, ça fait exactement le même résultat. C'est coercitif. Et c'est là que sont fabriquées des croyances. C'est parce qu'on a une valeur, consciente, inconsciente, qu'on va mettre en place toute une philosophie qui va nous valider des formes de croyances. Et ces croyances, de manière coercitive, complètement coercitive, vont fabriquer des attitudes. Et ces attitudes, dans le face-à-face, quand on rencontre l'autre, ou les autres, on a mis en place, de manière coercitive, des comportements. Et là, vous avez effectivement un cadre de référence. Et ce cadre de référence, on ne peut pas lutter contre. Des choses, effectivement, vont nous modifier tout au long de notre vie, mais n'oubliez pas, avant, les parcours des individus étaient linéaires. On rentrait dans une organisation, ou une industrie dans le coin, et on va dire toute la fratrie rentrait dans cette organisation. Et une valeur à cette époque qui dépasse plus d'un siècle dans la durée du temps, ça s'appelle comment? Un archétype. C'est un archétype. La femme est un archétype. Le travail est un archétype. Comment? Jusqu'où vous remontez? Parce que vous remontez au niveau de la socio sur les archétypes. Au niveau de la socio-analyse sur les archétypes. L'archétype, il parle d'où? De quelle période? De nos grands-parents? Moi, je parle de 1800. Oui, arrière-grands-parents. Les études que moi j'ai pu faire, je les ai remontées jusqu'à 1800, 1930. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des archétypes qui faisaient travailler sur la normalité. L-A-normalité et L'-normalité. C'est 100 ans un archétype avant de faire bouger. Un archétype, c'est vraiment une valeur qui perdure dans le temps. Et une fois qu'elle a passé un siècle, on peut dire que ça va être un archétype. Alors juste, je prends la parole pour Pat. Vous verrez, quand on va faire l'anamnèse, demain, le type 2, les buts de la personne, les comportements, les attitudes, émotions, sentiments, croyances. Et on verra les suggestions qu'on va mettre en place. Donc déjà, c'est une première étape. Mais on travaillera ça dans la formation de l'hypnose socio-résolutive. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ce modèle-là, donc on le replace dans le contexte. On avait la majorité des personnes sur les micro-territoires qui avaient des parcours très linéaires. Pourquoi? Parce qu'on ne remettait pas en cause cette hiérarchie d'agents socialisateurs. Personne ne la remettait en cause. Et on avait très peu de personnes à cette époque qui sortaient, si vous voulez, de cette masse. Aujourd'hui, si je vous invite à venir avec moi, qu'est-ce qu'on constate? Les archétypes existent toujours. Sachez qu'en France et au niveau de l'Europe, on est toujours sur des vecteurs d'archétypes. Voilà pourquoi on va si bien. Voilà pourquoi tout marche si bien. C'est comme si vous, je vous obligeais à rentrer dans un vêtement enfant qui ne vous sied plus et que je vous impose de continuer à être dedans. On a combien d'agents socialisateurs aujourd'hui? On continue à fonctionner sur un modèle sociologique qui date de cette époque avec les mêmes archétypes. Je ne vais pas vous les dévoiler, mais je vous donne envie effectivement de les imaginer. Je vous ai dit, certains en sont. Le travail en est. La femme en est un archétype. Et cet archétype, il continue à être véhiculé. Regardez dans les magasins de Noël. On vous dit qu'on a évolué. Ben moi, je vais vous prouver parce que quand je vais observer les magasins, j'adore y aller à Noël. Dans les rayons des petites filles, qu'est-ce que vous trouvez? Les conditionnements des objets, alors là je parlais en termes objectifs, d'objets matérialisés, que vous trouvez dans des rayons qui vous préparent à quoi? Un modèle a une raison d'être, une société a une raison d'être. C'est quoi? C'est pouvoir normaliser les gens à des comportements conditionnés qui vont les amener de manière coercitive à rentrer dans un comportement global et général. Donc la petite fille est déjà programmée. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le rayon des petits garçons? Et je me déplace spatialement volontairement pour vous embarquer avec moi. On va trouver des conditionnements dans les jouets. Et l'archétype, il perdure. Voilà ce que je veux vous dire. Il perdure. Quand on a par exemple la valeur travail en archétype, quand vous étiez enfant, et si vous étiez